Mesdames, Messieurs, vous regardez Al24 News, c'est le rendez-vous du midi. Voici les titres du journal. Les Nations Unies s'emparent de l'affaire d'homicide du jeune Naël en France. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU demande à la France de se pencher sur les profonds problèmes du racisme parmi ses forces de l'ordre. L'autodafé du Coran constitue une provocation contre les sentiments des musulmans. L'Observatoire arabe des droits de l'homme réagit à son tour contre l'énième incident du genre qui se produit en Suède. Et c'est au tour de l'Éthiopie qui choisit elle aussi la voie des BRICS. Addis Abeba dépose une candidature d'adhésion au groupe des 5. La Russie sortira plus forte et plus résiliente après l'affaire du groupe Wagner. Propos signés Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. La diplomatie algérienne a réagi avec choc et consternation à la mort du jeune Naël tué par un officier de police en France et les circonstances préoccupantes dans lesquelles elle est intervenue. Le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué ses condoléances à la famille de l'adolescent, ajoutant faire confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection. La diplomatie algérienne assure continuer à suivre avec une très grande attention les développements de cette affaire tragique. Et nous vous le disions en titre, les Nations Unies ont également pris la parole pour dénoncer l'homicide du jeune Naël. L'ONU a demandé vendredi à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ses forces de l'ordre. La porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève, Ravina Chamadasni, a appelé les autorités à veiller à ce que le recours à la force par la police pour s'attaquer aux éléments violents lors des manifestations respecte toujours les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité. La France qui a donc connu une troisième nuit de violence dans la soirée de jeudi à vendredi, et ce dans plusieurs villes comme à Paris, Marseille, et les autorités françaises, rappelons-le, avaient annoncé avoir mobilisé 40 000 membres des forces de l'ordre pour faire face aux émeutes qui gagnent peu à peu tout le territoire français. Près de 700 interpellations ont été signalées dans la nuit d'hier, des images choquantes qui parlent d'elles-mêmes. L'Observatoire arabe des droits de l'homme au Caire a dénoncé l'acte islamophobe par un extrémiste suédois qui a brûlé un exemplaire du Coran à la mosquée centrale de Stockholm en Suède. L'Observatoire estime que l'incident constitue une provocation au sentiment des musulmans menée par certains extrémistes. Il appelle la communauté internationale à adopter une position ferme envers ceux qui la soutiennent. La Serbie a réitéré jeudi son soutien au processus dirigé par l'Organisation des Nations Unies dans le but de parvenir à une solution juste et durable au conflit du Sahara occidental. À l'occasion d'une audience accordée à l'ambassadeur d'Algérie à Belgrade, Fatah Mahrez, le ministre des Affaires étrangères serbe, a confirmé la position de la Serbie sur la nécessité d'un règlement pacifique de tous les différends. Cette mise au point du chef de la diplomatie serbe signe le retour de son pays à la légalité internationale concernant la question du Sahara occidental et porte un coup au Merzen pour son plan d'autonomie. Depuis que les combats ont éclaté au Soudan à la mi-avril, plus de 2 millions de personnes ont fui leur foyer et plus de 500 000 d'entre elles sont devenues des réfugiés internationaux. Des chiffres communiqués par les agences humanitaires de l'ONU. En effet, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies,
Plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays depuis le 15 avril dernier, dont 1,4 million ont fui la capitale Khartoum et plus de 600 000 personnes ont traversé la frontière pour se réfugier dans les pays voisins, principalement au Tchad et en Égypte et au Soudan Sud. Alors qu'à Khartoum, la situation est de plus en plus précaire en raison de la transgression quasi quotidienne de toutes les trêves, même en période de l'Aïd, au nord du Darfour. Quelques prémices laissent entrevoir un espoir de paix après la conclusion d'un accord entre les forces belligérantes selon son gouverneur. Les détails avec Lila Gertal. Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide s'enlise de plus en plus et les trêves deviennent de plus en plus fragiles. Même l'Aïd al-Adha ne semble pas pouvoir faire l'exception, et ce, en dépit de la sacralité de la paix en ce jour de fête pour la communauté musulmane. Le Darfour du Nord semble cependant faire l'exception. Le gouverneur de la région, Nimr Mohamed Abdurrahman, a annoncé qu'un accord a été conclu pour mettre fin au combat entre les parties belligérantes du conflit dans cette région au nom de la paix et de la stabilité. Nous, au sein du gouvernement de l'État du Nord Darfour, nous nous sommes assis les uns avec les autres dans les administrations civiles, les organisations de la société civile, la police ainsi que les syndicats de jeunes et de femmes. Et nous avons formé un comité pour arrêter les combats dans l'État du Nord Darfour. Et nous avons conclu que nous n'allons pas gagner des combats, mais plutôt perdre. Si pour le moment l'annonce de cet accord laisse les observateurs quelque peu mitigés, craignant un ultime effet d'annonce, le gouverneur du nord du Darfour le veut comme le premier pas vers une paix durable sur l'ensemble du territoire soudanais. Avec l'accord de toutes ces parties et d'autres, et dans l'intérêt de la paix et de la stabilité des citoyens, nous avons présenté un modèle de sécurité et de sûreté, et nous espérons mettre en œuvre notre expérience dans toutes les parties du Soudan. Pas plus loin que le 28 juin, au premier jour de célébration de l'Aïd, un cessez-le-feu devait entrer en vigueur. Toutefois, des tirs et des explosions ont secoué de nouveau la capitale. Au total, depuis le début du conflit en avril dernier, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées au Soudan, tandis que 600 000 autres ont fui le pays, principalement vers les pays voisins. L'ONU et les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme, mettant en garde le pays contre une grave crise humanitaire. Ceci en précisant bien sûr que l'arrivée de la saison des pluies risque de mettre en péril leur capacité d'action alors que 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Actualité continentale toujours et un mot du groupe BRICS et de l'engouement général qui l'accompagne. Un autre pays africain a exprimé sa volonté de rejoindre les 5. Il s'agit de l'Éthiopie et ce compte tenu de l'évolution de la situation internationale et des forces internationales en présence, Addis Abeba s'efforcera de devenir membre des autres organismes internationaux dont les BRICS afin de préserver les intérêts nationaux. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères éthiopien. La situation économique au Maroc reste toujours tributaire du financement du budget de l'État, plus haut jamais dépendant de la dette extérieure. Selon un rapport émis par AGR, Rabat devra trouver pas moins de 13 milliards de dollars avant la fin 2023. Les détails avec Khirdim Batash. 13,2 milliards de dollars avant fin 2023. C'est le montant des besoins bruts du Trésor marocain, selon un rapport mensuel émis par Etijari Global Research. Rabat a en effet du mal à financer le budget de l'État. Pris dans les taux de la crise économique, le Maroc devra en plus débourser plus de 4 milliards de dollars pour colmater les brèches, déficit budgétaire et arriéré du Trésor au titre de la loi de finances 2023. Le hic, c'est que le Maroc, qui est pris à la gorge par un endettement extérieur record, devra également trouver des bailleurs de fonds à l'étranger pour garantir une bonne partie de ce montant, près de 3 milliards de dollars. Problème, le pays multiplie les lignes de crédit, 2,5 milliards de dollars en emprunts obligataires, près de 5 milliards de dollars chez le FMI
Le niveau d'endettement du Maroc inquiète les marchés internationaux et les créanciers du pays, car dans le même temps, les besoins en financement du budget ne cessent de croître sous l'effet de la hausse incontrôlée des importations et à leur tête celles liées à l'énergie et aux céréales. Frappé par une sécheresse sans précédent, le pays a vu sa production de céréales fondre comme neige au soleil. Une prime à l'importation sous forme d'un système de restitution à l'importation de 25 millions de quintaux de blé tendre entre le 1er juillet et le 30 septembre a même été décrété par l'ONIC pour permettre, selon le président de la Fédération marocaine des négociants céréales et légumineuses, de donner de la visibilité aux professionnels en sus du cadre adéquat pour recommencer à importer. Situation dans les territoires occupés de la Palestine. Les forces d'occupation ont arrêté 3 Palestiniens en Cisjordanie occupée lorsqu'ils passaient un poste de contrôle militaire au nord de la ville Al-Quds, à un moment où l'occupation avait arrêté un Palestinien de Tobas dans le nord de la Cisjordanie. Dans ce contexte, les forces d'occupation ont pris d'assaut les villages du district et les villes de Naplouse et de Jenin. Et des raids et des perquisitions de plusieurs maisons ont été lancées au cours desquels des grenades lacrymogènes ont été tirées sur des jeunes Palestiniens. Dans les territoires occupés, toujours des affrontements ont éclaté tôt dans la journée entre les forces d'occupation et des civils palestiniens dans un village au sud de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Les forces d'occupation ont attaqué les habitants avec des balles en métal recouvertes de caoutchouc, des grenades assourdissantes et des grenades lacrymogènes blessant au moins 2 personnes. Des sources du Croissant Rouge palestinien ont déclaré que ces équipes avaient dû faire face à un cas de suffocation et à une blessure subie en tombant lors des affrontements. Pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, la Russie sera plus forte après la rébellion avortée du groupe Wagner survenue samedi dernier à Rostov en Russie. La Russie est toujours sortie plus solide, plus forte de toutes les difficultés, affirme le chef de la diplomatie russe. Merci de vous soucier de nos intérêts nationaux, mais vous n'avez pas à le faire. De tous les problèmes, cela pourrait difficilement être qualifié de plus qu'un problème. La Russie est toujours sortie plus forte et plus résiliente et nous voyons déjà des signes de cela. Du gris à perte de vue, les habitants du Midwest américain se sont de nouveau réveillés dans un air fortement pollué par les fumées des incendies au Canada. Il s'agit du 2e épisode de pollution atmosphérique lié à ces feux ce mois aussi aux États-Unis. Les détails avec Iman Merad. Depuis plusieurs semaines, le Canada est ravagé par de titanesques incendies sans précédent depuis des décennies. Les épaisses fumées qui en résultent ont atteint les États-Unis, plongeant le pays dans une morbide atmosphère. Les feux de forêt ont commencé fin avril dernier avec une accentuation exceptionnelle qui s'est aggravée au début de ce mois de juin avec près de 150 incendies qui font rage essentiellement dans la province du Québec, dans l'est du Canada. Mercredi matin, les citoyens américains dans plusieurs villes du pays se sont retrouvés pour la seconde fois ce mois-ci face à un nuage de fumée provenant des 10 incendies provoquant une importante pollution atmosphérique. Je suis ici depuis 25 ans, je n'ai jamais vu ça de près auparavant. C'est vraiment incroyable. Les autorités américaines ont conseillé les citoyens de limiter leurs déplacements, particulièrement pour les enfants en bas âge, ainsi que les femmes enceintes. À New York, des masques ont été à cet effet distribués à la population pour se protéger. Nous devrions commencer à avoir ce soulagement dès la fin de ce week-end, mais vraiment vers la semaine prochaine. C'est à ce moment-là que nous aurons des périodes de pluie dans le nord-est qui aident à purifier l'air en substance et amènent certains de ceux de sud-vent pour finalement faire sortir de cette colonne de fumée de l'est des États-Unis. Le Québec vit une saison de feu historique. Cette crise risque de durer dans le temps car le pic de l'été est loin d'être atteint, succédant de surcroît à un printemps particulièrement sec.
C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous à 19h. Excellent après-midi à tous.